Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les riverains des aéroports franciliens, dont ceux de Roissy, saisissent le Conseil d'État pour lutter contre les nuisances aériennes. Les associations estiment que les aéroports ne respectent pas une directive européenne et attaquent l'État français. Toutes les explications dans un instant. La drôle d'idée d'étudiants de Cergy, inventer un radar pour éviter les collisions entre vélos et automobiles. L'invention s'appelle BikeIt, vous en saurez plus en fin de journal. C'est une première juridique pour les associations franciliennes de lutte contre les nuisances aériennes. Elles ont décidé de saisir le Conseil d'État pour faire respecter une directive européenne qui impose la mise en place de plans de prévention du bruit. Une directive qui, si elle était appliquée, pourrait faire baisser le bruit des avions d'au moins 2 décibels. On fait le point dans ce reportage. Ils sont exaspérés par le bruit des nuisances aériennes et veulent que ça change. 13 associations et collectifs franciliens de riverains des aéroports de Roissy, Orly et du Bourget ont décidé de saisir le Conseil d'État pour que la France respecte enfin une directive européenne qui porte sur la prévention et la réduction des nuisances du trafic aérien. Des plans de réduction des bruits, pour l'instant, restés sans effet. Au niveau du Bourget et de Roissy, les plans ont été élaborés et soumis à consultation en 2015. Le plan de Roissy a été adopté en novembre 2016. Il ne comporte aucune mesure susceptible d'améliorer le sort des riverains. Et quant au Bourget, on attend toujours l'adoption du plan. Donc en fait, l'État français est en carence fautive par rapport à cette directive européenne. Et nous, ce qu'on demande, c'est que la directive soit appliquée correctement avec des plans efficaces. Car la directive européenne, si elle est appliquée, pourrait faire diminuer les nuisances. Ça permettrait de réduire le bruit d'au moins 2 décibels, ce qui est quand même notable. Et ça permettrait d'avoir 50% d'habitants en moins exposés au bruit, donc des valeurs limites fixées par l'Europe. Les associations sont confiantes de voir leur démarche devant le Conseil d'État aboutir, mais il faudra un peu de patience. Un recours devant le Conseil d'État peut prendre 1 à 2 années. Alors pour pouvoir enfin dormir la nuit et profiter de leur jardin les jours de beau temps, les riverains des aéroports continuent de faire pression, notamment pour réduire les vols de nuit et le nombre de mouvements aériens, mais aussi imposer de nouvelles procédures d'approche plus silencieuses ou des avions moins bruyants, des mesures pourtant déjà prises par certains aéroports européens. En bref, plus besoin de se déplacer en préfecture pour ces démarches de permis de conduire. Depuis le 3 avril, une grande partie des démarches de permis de conduire peuvent être accomplies sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS. Pour procéder à une démarche dématérialisée, l'usager doit créer un compte sur le site de l'ANTS et transmettre ses documents en ligne. Le traitement des demandes de permis de conduire sur Internet est plus rapide. Il permet un gain de temps pour les usagers, donc plus besoin de se rendre en préfecture ou en sous-préfecture. Vous avez donc vu le site internet à l'image. Un radar anti-collision pour les vélos. C'est la drôle d'idée d'une équipe de 12 étudiants de l'EBI, l'école de biologie industrielle de Cergy. Le BikeIt, c'est son nom, comprend un radar qui se fixe sous la selle et 2 poignées qui vibrent plus ou moins fort en fonction de la distance du véhicule qui se trouve derrière le vélo. Le reportage de Philippe Pémal. Ce drôle de boîtier est peut-être l'avenir de la sécurité pour les cyclistes. Relié à des poignées vibrantes, c'est un radar anti-collision. À l'arrière, on a des radars et sur l'avant, sur les poignées, on a les vibreurs qui permettent de relayer l'information. Donc en gros, les radars vont permettre, en fonction du placement de l'obstacle dans l'espace, de relayer l'information au niveau des poignées et permettre à l'utilisateur de savoir où est l'obstacle et à quelle distance par rapport à l'intensité des vibrations. La poignée du côté du mouvement va vibrer et clignoter en même temps. Donc je vais détecter, donc je vais savoir que le danger vient de l'arrière, du côté où ça a vibré et clignoté. Créé par un groupe d'étudiants de l'EBI, l'école de biologie industrielle installée à Cergy-Pontoise, le BikeIt, c'est son nom, a remporté plusieurs concours dans le domaine de l'innovation. Développé à l'origine pour les cyclistes sourds et malentendants, il se destine désormais à tous ceux qui veulent une sécurité supplémentaire sur leur vélo. Donc actuellement, nous sommes en représentation dans de nombreuses associations de malentendants et de cyclistes afin donc de mesurer un maximum d'impact sur les populations concernées. Donc on souhaite aussi continuer à faire des concours pour toujours améliorer notre prototype. Et dès le début de l'année prochaine, donc en termes d'avenir plus lointain, les créatrices du projet souhaiteraient donc monter leur entreprise
et poursuivre le projet. Même s'il fonctionne déjà, le bike kit est encore un prototype. Ses créateurs prévoient encore 2 années avant de le rendre pleinement opérationnel. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Les riverains des aéroports franciliens, dont ceux de Roissy, saisissent le Conseil d'État pour lutter contre les nuisances aériennes. Les associations estiment que les aéroports ne respectent pas une directive européenne et attaquent l'État français. Une directive qui, si elle était appliquée, pourrait faire baisser le bruit des avions d'au moins 2 décibels. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Voici Rocky, le dernier chien arrivé à la brigade canine du Val d'Oise. Après plusieurs mois de formation, ce Malinois de 3 ans est spécialisé dans la recherche de stupéfiants et de billets. La mission du jour pour Rocky, la fouille des parties communes d'un immeuble de Saint-Gratien. Tout est passé au peigne fin. Yannick, son maître et policier, comptent sur le flair ultra développé de Rocky. La présence du chien, c'est déjà c'est la rapidité. Le chien, il va vous faire une pièce en 10 minutes, alors que tout seul, vous ne trouverez jamais des endroits où ils peuvent cacher partout, dans les faux plafonds. Donc avec le droit du chien, c'est une efficacité, c'est de la qualité aussi du travail, l'efficacité et puis la rapidité. Les chiens sont recrutés par le Centre national de canicluse en Seine-et-Marne. Pour traquer les stupéfiants, un chien joueur est essentiel. Je recherche beaucoup des chiens qui ont peur de rien, qui passent partout, parce que quand on fait des recherches au stup, on travaille aussi bien dans des caves, dans des greniers, des endroits étroits. Donc le chien qui est bien dans sa tête, joueur, qui a peur de rien. Rocky s'entraîne 2 heures sur un cycle de 4 jours. Les policiers reproduisent une vraie scène en cachant drogue et billets. On a des blocs de billets découpés. Donc on va cacher ces blocs. On va trouver un endroit. Dans un premier temps, on va essayer de trouver ça. Comme ça. Une fois les billets cachés, c'est à Rocky de jouer. On va chercher. Allez, on cherche. Donc on le laisse chercher l'initiative de lui-même. Puis après, je lui fais quelques points suivant les endroits. Voilà, c'est bien, on peut faire. On cherche. Cherche. En quelques minutes, Rocky retrouve les coupures de billets. Donc là, on voit déjà qu'il a localisé une odeur. On voit qu'il est plus précis. Là, il me fait voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez, donc Rocky, c'est un chien de recherche stup. Logiquement, un chien de recherche stup, quand il trouve un produit, il marque, il gratte ou il mord. Donc là, il me fait voir, il n'y a pas photo, on regarde bien. Voilà, Pépère, c'est bien mon bébé, c'est bien. Donc là, dans la boîte, il y a bien des copeaux de billets. Après l'exercice, c'est l'heure de la récompense pour Rocky, qui passe un moment à jouer avec sa poupée, ce boudin en plastique lancé par Yannick. Donc là, on peut voir qu'on est content, on joue avec lui, c'est le but de son travail. Tu donnes, gros? Assis. Assis. Allez. Une fois sa mission accomplie, Rocky retrouve ses collègues à 4 pattes au chenil de Cergy. Au total, 7 chiens cohabitent ici, 2 chiens de recherche et 5 chiens de patrouille. Comme Pacha, déjà sur le terrain, pour ce berger allemand de 35 kg, les missions sont multiples. Leur mission consiste à la recherche de la délinquance en voie publique. Ils travaillent de nuit. Ils assistent aussi les fonctionnaires lors de manifestations culturelles ou sportives, ou lors de perturbateurs ou de rassemblements de risques. Le chien de patrouille est d'abord utilisé comme arme de dissuasion, comme ici à Montmagny, lors d'une fouille des parties communes de cette cité. Le rôle de la brigade canine, sécuriser la zone et éloigner d'éventuels perturbateurs pendant que les policiers font leur travail. 40, pas. Pacha n'attaque qu'en cas de légitime défense. Sa première caractéristique, ne pas craindre la foule. Je cherche beaucoup des chiens de gabarit assez important, des chiens qui ont du caractère, parce que arriver devant une foule de 50 individus hostiles, intervenir, ce n'est pas dû à tous les chiens.
Donc des chiens à gros caractère, puis bon, des chiens qui savent mordre aussi et puis qui savent taper avec la muselière. Pour être efficace sur le terrain, Pacha doit toujours se maintenir en forme. 2 exercices sont au programme, le mordant et la frappe muselée. Pour le mordant, le chien est excité. Objectif, tester sa réactivité. Place au 2e exercice avec Jim, un autre chien de patrouille. Ici, le chien percute l'individu récalcitrant avec sa muselière pour l'immobiliser. Un choc équivalent au coup de poing d'un boxeur. Grâce à Rocky, Pacha et les autres, 30 kg de cannabis ont été saisis et 80 interpellations ont été effectuées en 2013 dans le département du Val d'Oise. Luxe, calme et volupté, bienvenue sur le lac d'Anguin. Situé dans le Val d'Oise, ce petit joyau de la nature n'a pas toujours eu cet aspect magique. Jusqu'au début du 19e siècle, le lac n'est qu'un vaste marécage rempli de roseaux et de canards. Il s'appelle alors l'étang de Montmorency et couvre une superficie de plus de 80 hectares, soit 2 fois plus que l'actuel lac. En 1766, on découvre une eau riche en soufre au déversoir du lac. Le thermalisme à Anguin vient de naître et son essor rapide va transformer l'étang. Dès 1820, on réduit sa superficie et on aménage ses berges. Les joncs et les nénuphars disparaissent pour laisser la place à de somptueuses résidences occupées par la riche bourgeoisie parisienne et les célébrités de l'époque. 30 ans plus tard, l'étang de Montmorency devient le lac d'Anguin, du nom de la ville qui vient de naître officiellement. C'est un décret du 7 août 1850 qui a créé la commune d'Anguin en prenant des morceaux du territoire de Soisy, de Saint-Gratien, d'Épinay et de Deuil-la-Barre. Et tout ça, ça a fait la commune d'Anguin-les-Bains qui est née le 7 août 1850. Avec l'arrivée du train en 1846, la station thermale accélère son développement touristique. L'ancien étang devient un élément de promotion de la ville aussi important que les thermes ou le casino. La jetée se transforme en esplanade et la surface du lac se remplit d'embarcations diverses. On y fait du pédalo, de la barque, de l'aviron et de la voile. C'est ici que va naître la plus ancienne association sportive de la ville, la Société nautique d'Anguin. Elle se trouve sur l'île des Cygnes, l'une des 2 îles du lac. Cette association a été créée en 1885 par l'ensemble des riverains, un grand nombre de riverains du lac qui, à force de faire des ronds dans l'eau, se sont dit « bon, il faudra peut-être qu'on fasse un peu de compétition entre nous ». Donc ils se sont réunis et ont créé la Société nautique d'Anguin, qui était une association de propriétaires à l'époque et non pas comme c'est maintenant société commerciale. Malgré son apparence paisible, le lac ne sera jamais un lieu de baignade. Rempli de vases sur son fond et pas assez profond avec seulement un peu plus d'1 mètre par endroit, la natation y est interdite. Pour y pallier, on construira dans les années 50 une piscine découverte juste devant le casino. Mais le lac reste avant tout un lieu d'entraînement idéal pour l'aviron et la voile. On y apprend surtout à maîtriser le vent sur un plan d'eau de près d'1 kilomètre de long et 500 mètres de large. Un bateau à voile, ça marche avec le vent. Et quand on est sur un lac comme celui-ci, on a quand même eu quelques champions du monde. Ça veut dire qu'on apprend vraiment le vent à Anguin. Le vent, c'est un vent tournant, un vent intérieur qui est un vent souvent épouvantable. C'est sûr qu'on n'apprend pas les vagues, mais au moins, quand on part en mer, on sait d'où vient le vent et on sait comment il fonctionne. Aujourd'hui encore, le lac reste la vitrine d'Anguin-les-Bains. Concerts, feux d'artifice, manifestations nautiques et sportives, il est au centre des activités de la ville. Un drôle de destin pour un marécage devenu un havre de paix et de dépaysement à seulement 12 km de la capitale.